du cabinet des normes marines de Montréal. On a le groupe Mme Doris Provencher, qui est secrétaire générale de l'Association des groupes d'intervention de défense des droits santé mentale, l'AGID, pour ne pas le terme contracté, et M. Nicolas Ouellet, qui est porte-parole du regroupement des ressources alternatives en santé mentale. Ce matin, on vous a convoqué pour peut-être faire le point sur un certain nombre de choses qui sont sorties dans les médias depuis un petit bout de temps, puis de peut-être rétablir un certain nombre de choses aussi. Parce qu'on voit depuis quelques semaines qu'il est sorti au niveau des médias, suite à quelques événements impliquant les personnes qui ont de santé mentale, toutes sortes de commentaires sur la loi, les droits des patients, l'accès aux soins et tout ça. Alors, et à travers tout ce qui est sorti, on s'est aperçu que il y a beaucoup d'informations erronées, d'informations qui induisent en erreur la population, et aussi un type d'information, puis je ne vous en fais pas critique au niveau des médias, mais c'est surtout au niveau des médias d'une manière qui stigmatise beaucoup les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, et qui tendent encore à rendre peut-être plus difficile la situation de ces personnes-là. Alors ce matin, donc, on vous a convoqué pour vous parler de la réalité un peu des choses. Vous parler d'abord de corriger ce nombre d'informations qui ont été données. On va parler de la réalité des droits des patients. Mme Provencher va vous en parler. On va parler aussi des alternatives qu'on propose. Donc, essentiellement, le développement des ressources communautaires. M. Ouellet va vous parler un peu des pratiques aussi, de l'état des choses là-dessus. Alors, on va donc parler d'abord de rectifier un certain nombre de choses qui se sont dites. C'est important parce qu'au niveau des médias, on se rend compte que d'un bord et de l'autre, dépendant des diverses sources, ça converge toujours vers le même genre d'information. Alors, on va travailler d'abord à la rectifier. Il faut comprendre qu'il existe des lois qui encadrent les droits des personnes qui ont de santé mentale. Ces lois-là ont été développées au fil des années pour assurer une certaine protection aux patients, aux personnes, à tous les citoyens, dans le fond, du Québec, contre l'internement arbitraire. Éviter donc que ça se fasse n'importe comment, de durée illimitée, dans n'importe quelle condition, de donc définir dans quel cadre ça pouvait se faire. On a donc aussi modifié les lois pour prévoir dans quelles circonstances on peut traiter une personne contre son gré, le cas échéant, avec d'autres sur l'état mental aussi. On a donc adopté une série de processus dans la loi qui ont pour effet, effectivement, de s'assurer que les citoyens ne soient pas traités arbitrairement, ne soient pas traités injustement aussi. On a créé des processus par lesquels, dans certains cas, les hôpitaux peuvent s'adresser aux tribunaux pour obtenir des ordonnances. Et dans ce contexte-là aussi, la loi prévoit que les patients peuvent se défendre contre ça aussi, contester ces choses-là. Et les tribunaux appliquent les lois et, dans un certain nombre de cas, n'accorderont pas automatiquement tout ce qui est demandé pour traiter ou garder des personnes. Bon. Même si on va voir tantôt, dans un très large cas, dans une très large proportion, ces demandes-là sont acceptées. Alors donc, ces lois-là ont été développées. On tente de les mettre en œuvre. Je ne vous cacherai pas, moi, ça fait 35 ans que je fais de la fiscalité légale, que je défends les droits des patients en santé mentale. Mon cabinet fait de ces causes-là toutes les semaines. Moi, j'enseigne ça aussi depuis 20 ans à l'université, dans un programme de maîtrise en droit de la santé. Et je ne cacherai pas que l'expérience qu'on voit sur le terrain, c'est que c'est difficile pour les patients, même avec les droits qu'on reconnaît actuellement, c'est difficile pour eux de faire valoir ces droits-là, de défendre ces droits-là, parce qu'on voit que, malheureusement, encore aujourd'hui, dans plusieurs milieux de soins, je ne dis pas tous les milieux de soins, parce qu'il y a des milieux où c'est très correct, ce qui prouve d'ailleurs qu'on est capable de bien faire les choses, mais il y a encore trop de milieux de soins où ces droits-là ne sont pas respectés du tout, ou au degré où ils devraient l'être aussi. Bon. Alors là, donc à travers ça, donc, ça reste un exercice qui est difficile, qui a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Là, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques semaines? On voit une série d'affirmations qui ont suivi d'abord l'événement malheureux de Grimby, entre autres, où une personne qui venait de recevoir des soins de santé mentale a été arrêtée et on l'accuse du meurtre de sa conjointe. Alors, dès que cette histoire est sortie, on a vu tout de suite apparaître un flot de commentaires de la part de certains. Puis je ne veux pas pointer aucun individu en particulier, là, mais à l'effet que, écoutez, c'est de la faute de la loi, on ne pouvait pas le garder plus de 24 heures, ou encore on peut les garder juste s'ils présentent un danger grave ou immédiat, ce genre de choses-là. Puis là, les commentaires ont influé sur cette histoire-là et d'autres commentaires par la suite. On a vu d'autres psychiatres dire, regardez, en santé mentale, là, les gens ne sont pas capables de décider de leur soin parce que leur jugement est altéré. Ce sont aussi des informations très générales là, aussi là-dessus. Les patients ont trop de droits. Ça brûle leur droit d'être soigné, tout ça, ce genre de choses-là. Alors donc, on a entendu toutes ces choses-là.
Ça, malheureusement, sur le plan légal, c'est de l'information qui est fausse et erronée. Le problème, c'est qu'on met sur la faute de la loi des choses qui ne concernent pas du tout l'application de la loi. On va prendre par exemple le cas de Granby. Le cas de Granby, je vais tout de suite vous dire, je ne connais pas le détail fin de ce cas-là. Je vais donc me placer dans la même position que les psychiatres qui l'ont commenté. OK? Bon. Essentiellement, d'abord, on ne sait pas l'histoire de ce qui est arrivé à l'hôpital. OK? Alors, donc, dire que c'est la faute de la loi, si on ne l'a pas gardé pour le laisser aller, c'est parler sans savoir de quoi on parle. Parce que la décision de remettre un patient à liberté, c'est toujours, dans 100% des cas, un psychiatre qui la prend après évaluation d'un patient, et il va la prendre lorsqu'il conclut que le patient ne présente pas d'éléments de dangerosité lorsqu'on le remet sur le trottoir. Donc, essentiellement, à Granby, ce n'est pas la loi qui est en cause d'aucune façon. Ce qu'il faut regarder, c'est quelle sorte d'évaluation on a fait. On a-tu pris le temps de bien l'évaluer? On l'a-tu évalué comme il faut? Est-ce qu'il y avait des facteurs qu'on n'a pas considérés? Alors, donc, mettre ça sur la faute de la loi, là, écoutez, c'est un exutoire qui me paraît inacceptable. On devrait demander plutôt, est-ce qu'on serait capable d'évaluer la qualité des soins qui ont été donnés là? Dire que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale n'ont pas de jugement, ne sont pas capables de décider des soins, c'est une généralité inacceptable. La grande majorité des patients, sur le plan légal, en santé mentale, sont capables de décider de leurs soins. La loi, les tribunaux ont établi des critères pour décider dans quel cas une personne est inapte à consentir. Essentiellement, c'est lorsqu'elle n'est pas capable de comprendre l'information qu'on lui donne par rapport aux personnes malgré, donc son diagnostic, le traitement qu'on veut faire, les risques et effets du traitement, les conséquences de ne pas l'avoir. Alors, quand la personne est capable de comprendre ça, elle est apte à consentir, qu'elle prenne une bonne ou une mauvaise décision. En santé mentale, dire que l'ensemble des patients ou un grand nombre de patients n'ont pas le jugement nécessaire, c'est un stéréotype, c'est méprisant, ça ne correspond pas du tout, c'est pas respectueux des personnes. Puis quand on entend un psychiatre dire ça, surtout dans une institution où on forme des psychiatres en psychiatrie légale, c'est des concepts qui sont erronés. Dire que les patients ont trop de droits, on met passer d'avance le droit d'être soigné. Le droit d'être soigné, là, pour qu'on puisse être soigné, ça prend des ressources. Actuellement, le problème majeur, je suis d'accord avec le problème majeur en santé mentale, c'est l'insuffisance des ressources. On a d'abord sorti les patients des hôpitaux, sans sortir l'argent des hôpitaux. On n'a pas développé des ressources communautaires. Comment ça se fait qu'on n'a pas de soins de santé mentale à domicile? Comment ça se fait que la personne, le parent, là, que son fils de 33 ans dans le salon qui ne veut pas se faire soigner, comment ça se fait que la seule solution ultime des parents, à moins quand les parents ont peur, c'est d'appeler la police, puis la police vient chercher leur fils, la rentre de force à l'hôpital, on le garde de force, on lui donne toujours une couple de jours avec des pilules, sans support de la communauté. Comment ça se fait ça doit se passer comme ça? Ça, c'est aberrant, OK? Alors, depuis au moins 20, 25 ans, 30 ans, on demande qu'il y ait des ressources communautaires qui soient développées en santé mentale. Et ça ne l'est pas. De plan d'action en plan d'action, on ne progresse pas. Alors, le problème, c'est qu'on limite ou on réduit les services communautaires. Et là, on est après réduire les services en hôpital. Services qui étaient déjà peu accessibles, parce qu'actuellement, la psychiatrie est très centrée sur l'hôpital. Les services sont peu accessibles. Alors là, on coupe encore, on réduit encore. On le réduit, mais on ne le dit pas à la population. Okay? Le ministre ne dit pas, puis on est en train de réduire encore les services en santé mentale, donc ça va réduire l'accès. Alors là, parce qu'il n'y a pas de ressources, on cherche un exutoire qui est la loi. En disant, c'est la faute de la loi donne trop de droits aux patients. C'est dangereux. On ne peut pas enlever des droits aux patients sans toucher directement leurs droits fondamentaux, sans directement mettre en cause la protection que la Charte leur donne. Puis ça, les gens qui parlent d'affaiblir les droits des patients, droits qui sont déjà difficiles à exercer, c'est clair qu'on ne laissera pas faire ces choses-là. Par ailleurs, au niveau de l'information qui est véhiculée par les psychiatres, bien, écoutez, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant parce que ce que ça traduit de la part de certains psychiatres, je ne dis pas de tous, mais de certains, c'est une méconnaissance de la loi, carrément. Alors, on demande donc, dans ce contexte-là, il serait donc important qu'on regarde la formation des psychiatres, qu'on améliore la formation des psychiatres, puis qu'on donne aux psychiatres une formation sur les droits des patients. Ça devrait faire partie de la formation en psychiatrie légale. La formation en psychiatrie légale est axée essentiellement sur les questions de non-responsabilité criminelle pour de maladie mentale. Or, la psychiatrie légale, c'est beaucoup plus large que ça. Ça devrait comporter un volet important sur les droits des patients.
Parce que c'est important que, contrairement à ce que certains psychiatres véhiculent, les droits ne sont pas un obstacle au traitement. Le droit bien appliqué permet les traitements, permet le traitement des personnes dangereuses, permet de les garder à l'hôpital, etc. Donc, mais il faut bien le faire. Alors, ce qu'on voit, nous, c'est plus des pratiques qui découlent d'une méconnaissance ou d'une ignorance de certains principes. Puis, actuellement, je pense que ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut mettre de focus, c'est pas la loi qui est le problème. S'il faut changer la loi, ça sera juste pour améliorer la protection des droits des patients. Les familles, dans ce contexte-là, il faut absolument... Les familles ont raison de se plaindre, mais pas de la loi, de l'insuffisance des ressources. Les familles, il faut absolument qu'on trouve un moyen de donner un beaucoup plus gros support aux familles, support en termes d'information, support en termes d'appui, en termes de répit, en termes d'assistance pour les personnes aussi, parce que le réseau de la santé ne fait pas actuellement, puisque le milieu communautaire ne peut pas réussir à faire, faute de ressources aussi. Alors, il faut donc qu'on mette le doigt sur le bon problème. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est l'insuffisance des ressources, la désorganisation des ressources en santé mentale, les difficultés d'accès des personnes à des soins appropriés en santé mentale aussi. Le vrai problème, il est là. Ce n'est pas la loi. Il faut peut-être mieux éduquer les psychiatres à la comprendre. Il faut surtout travailler à développer les ressources pour que ça aille, que ça puisse aider le monde aussi. Alors, je vais donc céder maintenant la parole à Mme Provencher, qui va parler de l'expérience qu'on a en défense des droits aussi, pour voir que le problème, c'est pas des droits trop généreux pour les patients. Ça va aller mieux comme ça. Alors bonjour, oui, effectivement, le problème, c'est pas les droits, c'est pas nécessairement la loi, c'est son application. Vous savez, dans toutes les régions du Québec, il y a un groupe régional de promotion et de défense des droits qui informe, qui aide, qui accompagne les personnes qui vivent un problème de santé mentale dans l'exercice de leurs droits. C'est bien évident que cette loi-là, la P38, il y a beaucoup de demandes que les groupes traitent chaque année. Il y a aussi, dans 5 régions du Québec, au fil des années, il y a des organismes de défense de droits qui sont allés dans les palais de justice pour répertorier justement les jugements, les requêtes en regardant l'établissement, les jugements, pour voir, parce que personne ne le fait. Il n'y a aucun chiffre, à part ou à peu près les chiffres que les groupes régionaux ont récoltés. Je vais vous en donner quelques-uns, parce que moi, aujourd'hui, je veux vous montrer l'envers de la médaille. On a beaucoup parlé de la souffrance des parents qui est réelle, qui est exacte, et je suis tout à fait d'accord avec Maître Ménard, il faut qu'il y ait des services. Mais je trouve que dans ce débat-là, on ne parle pas assez de ce que les personnes qui sont hospitalisées contre leur gré vivent. Et c'est ça que je veux vous présenter. Premièrement, vous savez, dans les jugements, le motif pour la loi, c'est la dangerosité. Quand on examine les jugements, on voit tout et n'importe quoi. On peut voir le diagnostic psychiatrique qui est souvent invoqué pour garder quelqu'un contre sa volonté. Ce n'est pas parce que j'ai un diagnostic psychiatrique que je suis automatiquement dangereuse, première des choses. Mais c'est souvent ce qu'on voit. Parce que vous savez, ça prend 2 rapports médicaux pour le juge s'appuie sur les 2 rapports médicaux. On voit la personne qui refuse sa médication, qui est prescrite. On voit, c'est pour le bien de la personne. C'est écrit là, ça va être mieux pour la personne. Souvent aussi, les motifs qui sont invoqués, ça relève plus de la dangerosité, de la dérangerosité que de la dangerosité. Il dérange. Il parle fort, il prend de la place, il dort pas la nuit, etc. Donc, il dérange. Et si, malheureusement, tu as déjà un dossier psychiatrique, tu risques de voir la police à ta porte. Et souvent, il n'y en a même pas de motif invoqué. D'autres choses, quand il y a une requête pour passer en cours, on me la signifie, on m'envoie un papier. Dans le cas de la P38, c'est 48 heures selon la loi. En principe, la personne, elle se présente pour se défendre et autant que faire se peut, elle est accompagnée par un avocat. Alors, dans ces 5 études-là, qui vont de 1999 à 2012, la signification comme quoi il faut que je me présente en cours, les chiffres, ça va entre 13 et 85% des personnes. Ça veut dire qu'il y a des personnes, moi j'ai déjà vu, des personnes qui étaient retournées chez eux, et là, ils recevaient la signification. Donc, je ne sais pas que je suis
qu'il faut que je passe en cours. La présence, ben, ça va entre 16 et 87 Si je ne suis pas présente en cours, comment je peux me défendre? Je ne suis même pas présente. Et une personne sur 3 n'est pas représentée par un avocat. Lorsqu'elle va en cours, une personne sur 3 n'est pas représentée. Je vous rappelle, on parle ici d'un droit fondamental qui est la liberté. Aussi, ils ont relevé ces études. Combien de temps ça prend quand je suis en cours devant un juge? La moyenne là, au Québec, dans ces études-là, c'est 4 minutes. Ça prend 4 minutes à un juge pour considérer que je suis dangereuse ou pas et pour m'enlever ou pas ma liberté. Et les jugements, alors que les gardes qui sont autorisés, ben, ça joue entre 76 et 99 des jugements, on autorise la garde. Alors, il y a le collectif de défense des droits en santé mentale de Montréal, Action Autonomie, dont je vois des représentants ici, qui signalait qu'en 99, il y a eu 1600 requêtes qui ont été autorisées et en 2014, il y en a 3000. Alors, quand on parle de l'impuissance des médecins, en tout cas 3000 fois à Montréal, ça a fonctionné. Il y a aussi, comme disait Maître Ménard, et ça je veux, parce que je ne l'entends pas non plus, le seul professionnel qui est autorisé à me garder à l'hôpital, c'est le médecin ou le médecin psychiatre. Le policier ne peut pas faire ça, l'intervenant en situation de crise, l'infirmière, seul le médecin peut me garder. Il peut me garder 3 jours aussi, sans que je doive passer devant un juge. Alors, encore une fois, bonjour l'impuissance. Il y a de la désinformation terriblement. Quand une personne elle est hospitalisée en psychiatrie, souvent, elles appellent au groupe, par exemple, elles veulent sortir, elles ne peuvent pas sortir. Et ce qu'on leur dit, bien, vous êtes en garde en établissement. On vérifie, elle n'est pas en garde en établissement. Il n'y a pas de processus légal, mais pour avoir la paix, tu es en garde, toi, tu ne peux pas sortir. On fait croire aux gens, ah ben là, tu es en garde en établissement, il faut que tu prennes ta médication parce que tu es en garde. Tu ne peux pas communiquer avec l'extérieur parce que tu es en garde en établissement. Parce que je perds un droit quand je suis en garde en établissement, qui est assez important, bien sûr, c'est ma liberté. Tous les autres droits, je les conserve, dont le consentement aux soins et aux évaluations. Donc, comme au même titre que Maître Ménard, ce n'est pas en demandant la diminution des droits, entre autres, que malheureusement, je pense qu'il y a des événements tragiques qui vont survenir. Puis, il ne faut pas perdre de vue, ce sont nos droits. Alors, si dans notre société, on demande qu'il y ait une catégorie de personnes dont on va diminuer les droits, l'exercice des droits fondamentaux, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. On n'est pas tout seul à dire ça aussi. Hein. Il y a le Barreau du Québec, en 2010, qui avait produit un rapport sur la santé mentale, la justice, en février 2011. Le protecteur du citoyen, à tous les rapports annuels du protecteur du citoyen, il y a des plaintes qui sont traitées par rapport à l'application de cette loi-là. Et en 2011, le protecteur a fait une enquête systémique sur ce qui se passe vraiment là-dedans. Et le ministère qui lui-même, le ministère de la Santé et des Services sociaux, de qui relève la loi, lui-même a fait un rapport et qui a découvert aussi qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et il a mis sur pied un comité de travail. La GDSMQ, on a participé aux travaux. Ça s'est terminé en février 2013. On attend des orientations. Nous sommes en 2016 et on les attend toujours, en espérant qu'ils vont arriver bientôt. Merci. Alors maintenant, M. Nicolas Ouellet, je vais parler du point de vue des ressources alternatives, parce que c'est un élément majeur de la présentation. Merci. Majeur, merci. Donc, oui, en effet, ce qui fait la situation que l'on regarde aujourd'hui, c'est pas un problème, c'est pas un problème de droit, comme mes collègues l'ont dit, c'est un problème d'accès aux services. Le problème ici, c'est pas la liberté des gens, c'est la promesse qu'on leur a pas tenue de leur donner des services à ces personnes-là. Les drames qui sont là, ce sont des drames humains, mais c'est des drames que, comme société, on aurait pu éviter. La preuve, je témoigne pour moi, je dirige un organisme qui existe depuis 30 ans, okay? D'une alternative à la psychiatrie qui existe depuis maintenant 30 ans, qui aide des gens à gérer leurs symptômes lorsqu'ils sont là, prévenir la crise, soulager leur détresse,
les occuper à quelque chose de positif afin qu'ils trouvent sens à leur expérience. OK? Ça fait 30 ans qu'on est là. On fait partie des chanceux de ceux que Maître Ménard nommait, qu'on a eu un petit peu de l'argent quand qui a sorti des hôpitaux. Mais effectivement, on a sorti le patient, l'argent n'a pas suivi la personne, et là, aujourd'hui, elle est seule. Et ce qu'on trouve comme solution, c'est lui enlever sa liberté. Alors qu'en réalité, il n'est pas là le problème. Je vous le disais, il y a des groupes d'entraide pour gérer ses symptômes, sa souffrance, même apprendre à connaître mieux sa médication. OK? Il y a des centres de jour où il se passe des choses positives et intéressantes, mais aussi, dans le cas qui nous rassemble et dans d'autres cas avant, il y a des centres d'intervention de crise au Québec qui font une maudite bonne job. OK? Mais il faut être à la bonne place au bon moment parce qu'il n'y en a pas partout au Québec de ça. Quand on a désinstitutionnalisé, on a promis aux gens qu'on ne les mettait pas à la rue, on les mettait dans la société, dans la communauté, qu'ils y trouveraient leur place, qu'ils y trouveraient de l'aide. On leur a menti. OK? Et aujourd'hui, c'est des drames qui se produisent. Et la seule chose que l'on trouve, c'est de réenfermer les personnes. On s'est développé au Québec quelque chose d'extraordinaire, je le renomme, c'est les centres d'intervention de crise en santé mentale. On a la chance, je pense que Sandra La Liberté est avec nous dans la salle. C'est la directrice du centre d'intervention de crise Le Tournant et du regroupement provincial. Peut-être qu'après, elle pourrait jaser avec vous de leur situation, de qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils font une très bonne job, mais ils ne sont pas partout au Québec. On n'a pas développé la couverture des services partout au Québec. Comment ça se fait? OK? Qu'on ait pu faire ça et qu'aujourd'hui, on soit fiers de notre système là-dessus. On parle tout le temps que le système de santé en santé mentale, c'est un problème de porte tournante. Le problème, ce n'est pas dans les pentures. Okay? Le problème, si on trouve que c'est une porte tournante, c'est parce qu'on n'en voit qu'une seule porte. Celle de l'urgence psychiatrique, où on va nous dire oui, on va nous dire non, et la personne va entrer et sortir. Il y a plein d'autres portes. Okay? C'est plein de fenêtres, c'est plein d'endroits où on peut entrer, aller et respirer. Le problème, c'est que je peux comprendre qu'un médecin généraliste ne connaisse pas toutes les ressources de son quartier lorsqu'une personne a des problèmes de santé mentale et viennent se présenter. Pour un médecin généraliste, je peux comprendre ça. Je trouve ça inacceptable, intellectuellement, que dans un endroit dédié spécifiquement aux soins en santé mentale, en psychiatrie, les intervenants et intervenantes ne connaissent pas les ressources de leur quartier. Si on ne fait pas l'affaire, il faut avoir le professionnalisme de référer à une autre personne. C'est un problème d'éthique que l'on a aussi en ce moment. Okay? De voir que lorsque l'on refuse à une personne les soins, parce qu'on dit, gars, c'est pas à moi de les donner, comment ça se fait que face à une personne en détresse, okay, qui est venue de son propre chef demander de l'aide, comment ça se fait qu'on lui dit « retourne chez toi », on ne lui parle pas de ce qui existe dans sa région et qui est là. C'est inacceptable pour moi sur le plan éthique de regarder une personne en détresse et de la laisser devant rien. Okay? Je vais m'arrêter là-dessus, pour l'instant. Donc, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que... On dit tout simplement, arrêtez de vous en prendre... On dit tout simplement, arrêtez de vous en prendre aux droits des patients, cherchez à les limiter, travaillons plutôt à développer des ressources, comprenons le fond du problème. Okay? C'est vraiment de mieux connaître, quand on a à gérer la liberté des gens, l'intégrité des personnes, c'est vraiment de bien connaître aussi ces choses-là. Travaillons à ce que ces droits-là soient mieux connus, soient mieux intégrés dans les processus de soins. Alors, on vous a lancé un cri d'alarme pour arrêter cet élan-là, vers une solution qui n'en est pas une, qui réglera rien, et au contraire, qui va permettre un peu de... C'est un peu un écran de fumée sur la nature réelle de la crise. Alors, on va répondre à vos questions et English comments will be available after the presentation. Maître Ménard, est-ce que c'est dire qu'on s'en va effectivement vers là? Est-ce que le ministre Barrette, vous avez dit qu'il avait commencé à réduire les services, mais sans le dire? Oui, écoutez, c'est clair, actuellement, au niveau du système de santé, là, dans le contexte de la réorganisation, on ne le dit pas partout, mais on a 450 millions de compression cette année. On réduit de façon structurée l'offre de services. Et regardez l'offre de services qu'on réduit, c'est surtout vers les clientèles les plus vulnérables. On réduit la longue durée. On réduit les soins à domicile. On réduit les services en santé mentale. On les réduit en déficience. Alors, on les réduit même au niveau des soins aigus, mais
C'est plus les clientèles plus vulnérables, toute la composante de services sociaux qui est réduite actuellement. On ne le dit pas. Et on ne dit pas non plus que ce qu'on réduit ne reviendra jamais. Alors donc, c'est clair qu'actuellement, on a un système de santé qui est de moins en moins capable de répondre à la demande de services. Et la tendance là, c'est qu'il va être de moins en moins capable. On ne le dit pas, on dit le contraire, on fait semblant que, actuellement. Et c'est là qu'on s'en va. Alors donc, c'est des réformes qui sont actuellement orientées vers d'autres buts que... Bon, alors donc, essentiellement, ce sont des réformes qui, actuellement, ne favorisent pas du tout l'accès aux services. Au contraire, on réduit l'offre de services alors que la demande augmente. Et en santé mentale, la demande augmente. Et les services ne sont pas là. Alors donc, bon, au niveau de ce que le ministre a annoncé, le ministre n'a pas dit ses couleurs de façon précise, mais si on regarde l'expérience qu'il a depuis qu'il est en place avec les réformes qu'il a fait à l'égard des droits des patients, on a toutes les raisons de s'inquiéter. Parce que les réformes qu'il a faites jusqu'à maintenant, le projet de loi 10 et de loi 20, il n'y a aucune avancée pour les patients là-dedans, il y a des reculs extrêmement importants. Alors je pense qu'on a le droit de s'inquiéter, d'être sur le qui-vive. Puis des solutions de facilité comme amoindrir les droits des patients, ça ne réglera pas le problème des ressources. Le problème, il est là. J'avais une question sur les psychiatres. Il y a peut-être le collège des médecins. Un psychiatre qui dit n'importe quoi, en principe, c'est... Non, mais d'après ce que vous dites, c'est ça, c'est qu'ils disent des faussetés, des choses d'informations erronées. En principe, il y a des recours, que ce soit au collège des médecins ou ailleurs. On peut pas laisser un professionnel je pense qu'il serait faire important de la désinformation. Il pourrait être important que le collège fasse des positions claires par rapport à ça. Je ne prétends pas que les gens qui l'ont fait de mauvaise foi, mais c'est clair que c'est inquiétant, très inquiétant, d'entendre un psychiatre dire écoutez, nous, c'est juste le danger grave immédiat qui nous permet de garder un patient à l'hôpital, ou qu'après 24 heures, on doit le mettre en liberté, ou encore que les patients psychiatriques en général n'ont pas le jugement nécessaire de décider de leurs soins, ou qu'on protège trop les droits des patients, pas assez leur droit d'être soignés. C'est des choses qui n'ont pas de bon sens. On véhicule, on crée une impression dans le public qu'il y en a trop pour les patients, puis c'est les patients qui mènent à ce système-là. Ouais. S'il y a un système où les patients ne mènent pas grand-chose, c'est bien la santé mentale. Au contraire, nous, ce qu'on voit, on voit à quel point les quelques droits que la loi reconnaît aux patients en santé mentale, on est bien placés, nous, pour voir à quel point c'est difficile, même avec un avocat, de les faire appliquer aussi. Alors, le système judiciaire est, contrairement à ce qu'on pense, applique de façon assez rigide ces lois-là aussi. Alors donc, les personnes en santé mentale, pour la grande majorité, santé mentale, ça va souvent avec pauvreté, avec des gens avec une absence de ressources. Alors, les gens n'ont pas forcément accès à des avocats non plus, n'ont pas forcément accès à des services juridiques. Puis la loi impose des délais qui sont extrêmement courts aux patients pour se défendre aussi. Alors, arrêtons de bûcher sur la loi, là. Le problème, il n'est pas là. Investissons plutôt au niveau des psychiatres à mieux la comprendre, mieux l'appliquer. Puis arrêtez de penser que c'est un obstacle aux soins et au traitement, ça n'est pas un. Bien fait, ça permet des soins et des traitements corrects et respectueux des personnes. Puis travaillons à sonner la lumière rouge sur à quel point l'insuffisance et l'inadéquation des ressources dans la communauté cause un préjudice énorme à la société, augmente la gravité des drames humains, augmente la détresse, augmente la maladie, augmente la solitude des familles. C'est ça qu'il faut regarder, il faut le dire, puis il faut le dire actuellement, assez des coupures. Regardons plutôt de l'autre côté pour développer des services plus près des citoyens. C'est ça la solution. Si je comprends bien, là, il y a deux facteurs, l'incompréhension de la loi par les professionnels et le manque de vigilance. C'est ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'au niveau des professionnels, c'est vrai, ils sont là. Mais comment ça se fait qu'on ne les comprend pas mieux que ça? Parce que nous, là, on est arrivé sur les tribunaux, parce qu'on défend les patients au niveau de la garde. Écoutez, c'est très régulier qu'on obtient que la Cour rejette une garde parce que la preuve présentée n'est pas appropriée. Parce que pendant longtemps, malheureusement, il y avait très peu de défense au niveau des patients. Les tribunaux accordaient ça un peu de façon routinière. Là, depuis... Encore. Mais Mme Provencher, ça prend un juge 4 minutes pour décider de ça, puis dans de 76 à 99%, je ne sais pas trop quoi des cas, la garde est ordonnée. Est autorisée, effectivement.
C'est ce qu'on voit. Mais moi, oui, donc ça va très, très rapidement. Et ça, c'est d'après les études que les groupes ont fait. Ça va très, très vite parce que, bon, souvent, comme on a vu aussi, la personne, elle n'est même pas présente, donc elle ne peut même pas donner son point de vue. Et le juge va se baser beaucoup sur les rapports médicaux, ce qui est correct. Il faut qu'il se base, il n'est pas médecin, mais il va rapidement, et peu importe le motif, autoriser la garde. Je veux dire aussi, oui, il y a la loi, mais il y a le respect des droits des personnes, un coup qui se retrouvent à l'hôpital aussi. Comme j'ai dit tantôt, qu'on fait croire à des gens qui sont en garde, on leur fait croire plein de choses. Il y a ça aussi le problème. Il y a la pratique aussi dans le système psychiatrique qui crée problème. Oui, des services, plus de services, mais peut-être pas n'importe comment non plus. C'est pas en ouvrant, par exemple, plus de lits que la question serait réglée. C'est aussi, je pense, c'est pas en médicamentant plus les personnes, ça aide la médication. Mais ce n'est pas la seule solution. Hein? Ça réglera pas tout. Moi, quand j'entends ça, la personne, elle va prendre une médication, tout va être réglé. Ce n'est pas vrai. Ça va aider, mais ça prend autre chose aussi. Et c'est ça le problème. Et l'exercice des droits, comme les chiffres le disent, c'est épouvantable. C'est pas vrai que c'est pas égal comme système. C'est clair. Ce qui est aussi, c'est que ce qui est choquant, okay? C'est ça qui est nécessaire, c'est qu'il y a des milieux de soins en santé mentale qui sont très corrects, où les droits sont respectés, les patients ne sont pas plus dangereux, c'est-à-dire qu'ils ne font pas plus de dégâts après à cause de ça, au contraire. Les gens collaborent, respecter les patients, c'est plus facile de finir après leur collaboration aussi. Parce que l'alliance thérapeutique, c'est la clé du traitement de santé mentale. La coercition, c'est le dernier recours. Alors, quand tout ce qu'on parle, c'est de coercition, on n'est pas dedans là. Okay? Alors, donc, essentiellement, nous, ce qu'on va, on va des milieux où c'est très correct, très bien fait. On va l'autre extrême. Alors, comment ça se fait que tous les milieux ne soient pas comme ceux où ça devrait se faire? C'est pas une question d'argent et de moyens, là. Les milieux où ça se fait bien n'ont pas plus d'argent que les milieux où ça se fait pas. Je parle des hôpitaux, là. Okay? Alors, donc, il y a des psychiatres. Alors, il n'est pas acceptable qu'on n'ait pas une ligne plus élevée. C'est qu'on connaît autant de disparités d'un à l'autre aussi. L'information par rapport aux droits, elle est accessible, elle circule. Nous, on l'a mis en ligne sur notre site droitsanté.com. C'est des normes qu'on a lancées pour informer les patients de droit. Il y a toute une section sur la santé mentale qui informe bien les gens de l'état de leurs droits, les jugements, etc., et comment la loi devrait s'appliquer. Il n'y a pas de raison que ces notions-là ne soient pas bien connues, bien diffusées partout. Et l'idée, c'est que surtout, c'est que diffuser cette information, ça crée un genre d'impression que c'est les patients qui mènent leur santé mentale, puis qu'ils peuvent faire n'importe quoi, qu'on va tout les laisser faire, puis qu'on va les laisser. J'ai une soeur qui disait qu'il y a un meurtre par mois causé par un patient psychiatrique. Quelle atrocité pour que j'entende ça, là, OK? Écoutez, c'est une énormité de dire ça, OK? Parce que d'abord, il n'y a pas de preuve que ce meurtre-là est associé à une maladie mentale mal gérée à cause de la loi. Aussi. Il faut toujours regarder un peu le contexte de tout ça. Mais c'est malheureux parce qu'on fait peur au monde avec la santé mentale. On fait peur, les patients qui ont un problème de santé mentale, ils ne font pas plus de crimes, ils ne font pas plus de dégâts. Au contraire, ils sont davantage victimes qu'auteurs d'infractions. C'est des gens vulnérables. Mais on crée l'impression que c'est des gens dont on doit avoir peur. Si on doit avoir peur, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On les enferme. On les traite. Alors, c'est pas respectueux. Puis de gens qui devraient mieux comprendre les problématiques des personnes en santé mentale, c'est inquiétant d'entendre ces commentaires-là. C'est pour ça qu'on veut absolument vous dire qu'il existe autre chose que ça, une autre manière de penser que ça, puis allons pas vers une régression de société, une régression de droit. Est-ce que la loi ne devrait pas être revue pour que ce soit plus simple? La loi devrait être revue pour améliorer les droits des patients, ça c'est clair. Okay? Alors, plus rigoureux au niveau des délais, plus rigoureux au niveau des échanges de preuves, plus précis, ça c'est clair. Alors, si la loi, il faut la revoir, il faut améliorer la protection des droits, il ne faut surtout pas l'affaiblir davantage, ça aura plus significant, ça aura plus sens. Comprenez-vous l'idée? Alors, on a progressé, on s'est dit, on va s'arranger pour ne pas favoriser l'internement arbitraire, on va s'arranger pour que les gens ne soient pas détenus contre leur gré plus longtemps que nécessaire, et pour les bonnes raisons aussi. Parce qu'on est dans une société qui vit des droits fondamentaux. Dans notre société, on s'est donné des règles pour pas que les gens soient privés ni de leur liberté, ni de leur intégrité sans qu'il y ait des raisons. Puis on n'accepterait pas que la police nous arrête n'importe quelle raison. Hein. Puis quand on est arrêté par la police, on a des droits. On peut prendre un avocat, on peut contester l'accusation et tout ça.
Le seul autre processus légal qui existe pour priver quelqu'un de sa liberté dans la société, autre que la commission d'une infraction criminelle, c'est avoir un problème de santé mentale. Le psychiatre est la seule personne dans toute la société, à part le juge, qui peut priver quelqu'un de sa liberté pendant une période. Okay? Alors, il faut que ce droit-là il soit exercé. Ce pouvoir-là, il faut qu'il soit exercé avec des balises. Pas n'importe quand, pas n'importe comment, pas pour n'importe qui. Alors, la loi de le baliser, il n'est pas assez balisé quand même, mais en tout cas, on vivant avec ce qu'on a, mais de grâce, ne demanderont pas d'enlever ces balises-là. Là. Ça va perdre son sens. Est-ce que vous diriez qu'il y a de l'abus, finalement, à vous entendre? Ben, écoutez, nous, ce qu'on voit dans la pratique, écoutez, je ne vous dis pas que, puis je vais être clair, je ne parle pas d'un abus intentionnel, planifié, je ne suis pas dans la conspiration, rien de tout ça. Là. Bon, mais ce que je vous dis, c'est qu'on voit, parce que la loi n'est pas comprise comme elle devrait l'être, nous, on a la perception bien claire qu'il y a plus de personnes que nécessaire qui sont gardées à l'hôpital contre leur gré, pour plus longtemps que nécessaire en plus. Et parce qu'il y a aussi il peut y avoir aussi une question de médecine défensive là-dedans aussi. Là. Okay? Par ailleurs aussi, on voit qu'il y a plus de personnes qui font l'effet d'autorisation de soins que nécessaire pour des durées plus longues que nécessaire. C'est ce qu'on perçoit du point de vue des patients, bien clairement. Bon. Alors c'est pour ça qu'on veut demander que les psychiatres, on améliore leur formation. Si les psychiatres comprennent bien la loi, ça va réduire les cas où on va interner quelqu'un contre son gré. Alors on veut travailler. Parce que, dans le fond, là, autant les psychiatres que les patients, que les familles, que la société, on intéresse que ces lois-là soient bien comprises. C'est bien interner quelqu'un contre son gré quand ce n'est pas nécessaire, ça coûte de l'argent au système, c'est du gaspillage de ressources. Et pourquoi on ne regarde pas ces ressources-là pour ceux qui en ont plus besoin? Alors, c'est tout ça, hein? Une intelligence là-dedans. C'est bon? D'autres questions? Je peux poser des questions en anglais, juste On va dans l'anglais, il n'y a pas de problème.